Bienvenue dans ce grand débat sur le thème sport santé pour les seniors en partenariat avec la société Été Indien. Nous allons échanger sur les attentes, les envies, les besoins, les pratiques des seniors en termes d'activité physique avec les résultats de l'étude de la société Été Indien. Nous allons découvrir et redécouvrir d'autres actions pour un public senior. Tout ceci avec mes invités. Tout d'abord, Christiane Flouquet, qui est directeur de l'action sociale en Île-de-France pour la CNAV, et je rajouterai fine connaisseuse de la silver economy. Marie-France Moine-Rémy, qui est chargée de développement social à l'action sociale retraite chez Malakoff Humanis. Scarlett Lazaric, qui est directrice de la coordination de l'action sociale territoriale Agir Arco. Jean-Luc Novella, chef de secteur en gériatrie et président du Gérontopole Bien Vieillir Champagne-Ardenne. Et enfin, Benjamin Braquet, qui est le président cofondateur d'Été Indien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Bonjour. Frédéric. Bonjour à Alors, tous. avant de, on va parcourir l'étude d'été indien. Avant cela, je vous propose de faire un tour de table pour vous expliquer un petit peu d'où vous parlez et qui vous êtes et ce que vous faites. Peut-être Marie-France, pour commencer. Oui, donc je suis chargée d'action sociale chez Malakoff Humanis. Le groupe Malakoff Humanis, c'est un groupe paritaire mutualiste, et donc nous avons une forte action sociale, une grosse implication. Et moi, mon métier consiste à décliner sur les territoires, au plus près des retraités, les axes stratégiques définis par la politique du groupe et de la GERCARCO. Scarlett. Bonjour, moi je suis directrice de la coordination de l'action sociale territoriale Agir Carco, c'est un grand mot, et ça veut dire que je coordonne et j'anime une équipe de coordinateurs qui eux-mêmes animent des équipes sur les territoires, donc en proximité, et qui développent de l'action sociale au nom de l'Agir Carco, de proximité dans les territoires. Christiane. Donc moi, je suis donc directeur d'action sociale de la CNAV Île-de-France, donc j'ai une activité globale d'action sociale vis-à-vis des retraités les plus fragiles, mais aussi une action de prévention. Et j'ai aussi un autre titre qu'on n'a pas cité, c'est celui d'administrateur du PRIF, qui est donc un groupement de coopération médico-sociale interrégime qui déploie tout un parcours de prévention en Île-de-France, dont la thématique d'activité physique, mais pas que, aussi les activités mémoire, habitat, alimentation, informatique, etc. Donc, tous les sujets transversaux des déterminants de santé. Jean-Luc. Eh bien, je suis médecin, je suis chef de service d'un service de gériatrie aiguë au CHU de Reims. Et effectivement, je préside le Gérontopole Bien Vieillir en Champagne-Ardenne, ce qui me donne des horizons aussi un peu plus larges parfois que mon quotidien de médecin. Avec le lien avec le sport. Oui, tout à fait. Benjamin, notre partenaire pour la soirée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à vous d'être là. Ça fait vraiment plaisir puisque vous comptez tous pour nous dans l'histoire d'Été indien depuis plus ou moins longtemps, mais c'est pour ça qu'on a voulu aussi vous inviter aujourd'hui. Donc moi, j'ai créé Été indien il y a 5 ans maintenant. On vient de fêter nos 5 ans en février, dans l'idée d'être un spécialiste ou le spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas vraiment spécialiste de la prévention santé des seniors par l'activité physique, avec un positionnement justement sur de la prévention primaire, sur les plus jeunes publics. Petit à petit, on s'est un peu plus orienté vers vraiment les publics encore autonomes, encore à domicile. C'est vers eux qu'on travaille le plus aujourd'hui. On est une équipe de 9 personnes au siège à Charleville-Mézières et on a désormais 220 enseignants diplômés dans toute la France, 200 un peu plus même maintenant, pour à la fois déployer des actions sur le terrain, donc dans les territoires, et aussi, même avant la crise, aussi travailler l'accompagnement à distance, qui est un sujet qui était déjà un peu présent avant, qui a explosé en 2020 et qui aujourd'hui reste encore un sujet. Comment on peut accompagner les personnes aussi à distance, en plus du présentiel sur le terrain. Donc, je vous propose qu'on parcourt l'étude d'été indien. On va vous présenter, Benjamin va nous la présenter, puis nous, on va la commenter au fur et à mesure et on fera intervenir les différents intervenants durant cette présentation. On a voulu effectivement, pour débuter cette émission, on a voulu partir d'une enquête qu'on a menée l'année dernière, une enquête téléphonique qu'on a menée auprès de 250 seniors
On a travaillé avec la junior entreprise de Neoma Business School, donc de juin à juillet 2021, sur des personnes qui étaient on va dire, dans notre base de données, donc qui étaient plutôt des personnes qui nous connaissaient par notre site internet en général. Et donc 250 personnes à qui on a posé des questions justement sur quelles étaient leurs pratiques ou pas d'activité physique, pourquoi elles pratiquaient ou pas. Et donc, c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Je vais essayer d'être synthétique. Déjà, peut-être un petit mot avant ça pour vous expliquer qu'on avait sur l'échantillon une majorité de personnes entre 60 et 74 ans. Donc 69% avaient entre 60 et 74 ans. Et sinon, c'était relativement homogène dans les tranches d'âge entre moins de 60 et jusqu'à plus de 75. 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Alors ça, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit dans la prévention, mais là, en l'occurrence, dans l'échantillon, c'était plutôt 2 tiers, 1 tiers. Avec aussi des lieux d'habitation relativement homogènes, mais une majorité de villes moyennes, 37% de personnes qui habitaient dans une ville moyenne. Donc voilà, grosso modo, l'échantillon qu'on a eu et à qui on a posé donc ces questions-là. Première chose donc, que vous voyez ici, je vais décaler ça. Donc des analyses croisées entre d'abord le genre et l'activité physique. Donc, pratiquez-vous de l'activité physique par rapport à leur sexe. Et donc, là, on se rend compte que environ 2 tiers à 3 quarts des personnes ont répondu oui, mais avec finalement, chez les hommes, plus de pratiques d'activité physique. Hein, on le voit avec 72%. Mais en moyenne, plus des 2 tiers et plus ont répondu pratiquer de l'activité physique. Parmi ceux-ci, finalement, l'activité physique est plus représentée, en tout cas, il y a le plus de pratiques parmi les 60-69 ans. Donc, on constate qu'il y en a un peu moins avant, certainement parce que les personnes sont encore actives, et aussi beaucoup moins après, puisque là, ça chute après 69 ans. Donc, il y a une rupture, on va dire, aux alentours des 70 ans. Quelqu'un vous voulez commenter? C'est-à-dire qu'en fait, au début, il y a l'activité, et ensuite, après, il y a le phénomène de l'âge qui fait que l'activité physique diminue. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, on avait aussi posé la question sur depuis combien de temps ils pratiquaient de l'activité physique. Et on se rendait compte qu'ils pratiquaient depuis une période relativement courte. Donc, ça signifiait, si on regarde ça, c'est que, en tout cas, une des conclusions, c'est que les premières années de retraite sont des moments de décision forts pour l'activité physique. On pratique peu avant parce qu'on n'a pas le temps, on travaille, c'est plus compliqué. Et avec l'âge aussi, les contraintes de pratiquer de l'activité physique, les capacités physiques en elles-mêmes, tout ça fait que derrière, on a une chute aussi des taux de pratique. Jean-Luc, en fait, en préparant, vous parliez de vieillissement et dépendance. Est-ce qu'on peut le relier là? Si on arrive à la retraite, il y a… À ce stade, peut-être pas encore, mais peut-être qu'un des commentaires qu'on peut faire déjà, c'est que la classe des seniors est très large et qu'elle va, du monde de l'entreprise, on est qualifié de senior à partir de la cinquantaine. Généralement, dans la société, on parle plutôt de senior à partir de 65, ce qui fait passer d'un statut d'actif à inactif. Pour le médecin, le senior est plus après 75 ans. Ouais. Donc, la classe est relativement large. Après, quand on parle d'activité physique, tout dépend comment se définit exactement l'activité physique. Maintenant, on sait très bien que derrière le mot vieillissement se cachent des groupes de personnes très hétérogènes. Et puis, il y a une vraie prévention aujourd'hui pour être plutôt sur une trajectoire de bien vieillir. Et que l'activité physique, c'est clairement un des 5 points sur lesquels l'OMS et l'ensemble des études sont d'accord pour dire, quel que soit le programme de prévention qu'on peut mettre en place, il y aura activité physique dedans. D'accord. Je laisse continuer, Benjamin. Oui. Donc, le critère de la pratique, on l'a croisé aussi avec le lieu d'habitation.
Et là, ce qu'on peut peut-être extraire, c'est plutôt le périurbain, où on se rend compte que finalement, là où il y a le moins de pratiques, ce sont des personnes qui habitent dans le périurbain. Contrairement peut-être au rural qu'on aurait pu imaginer au départ, où il y a moins d'offres, il faut se déplacer plus. Là, en l'occurrence, c'est plutôt les personnes qui sont en milieu périurbain qui pratiquent le moins d'activité physique. D'accord. Scarlett, peut-être expliquer à ce moment-là, bon, ça n'a rien à voir, pas forcément à voir avec la slide qu'on est en train de regarder. Pourquoi historiquement la GECARCO s'engage dans cet axe? Parce que notre cœur de métier, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en préambule, mais notre cœur de métier est basé sur la prévention du risque et la prévention primaire et les proches aidants. Donc, on a historiquement accompagné tous les risques de fragilité et tout au long du parcours de vie. C'est l'atypisme de la GIRC et de l'ARCO, c'est que nous œuvrons en action sociale en faveur de l'ensemble des ressortissants qui sont en activité ou qui soient retraités, et ça tout au long du parcours de vie. D'accord. Christiane, même question. Pourquoi est-ce que les caisses de retraite s'intéressent, pourquoi est-ce que la CNAF s'intéresse à ce sujet? Alors, certainement à peu près pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire qu'on est convaincu que l'activité physique est un déterminant de santé fondamental et que comme il faut prévenir et faire reculer l'âge de la dépendance, il faut donner tous les outils dans ce sens-là. Donc on est vraiment dans une volonté pédagogique d'accompagnement au recul de la dépendance. D'accord. Benjamin, je te laisse poursuivre. J'ai peut-être oublié un mot au tout départ, c'est le pourquoi cette étude-là aussi, parce que c'est vrai que peut-être vous pouvez vous demander pourquoi on l'a menée l'année dernière alors qu'on était créé depuis 4 ans. Alors justement, on l'a menée, en tout cas humblement, pour essayer de mieux comprendre nos publics, et c'est un exercice qu'on n'avait pas fait suffisamment au départ, qu'on connaît aussi empiriquement par évidemment tous les programmes que l'on mène avec vous notamment, mais on a fait ce travail-là justement pour essayer, nous, de coller le plus possible aux besoins et aux envies, donc c'est le thème d'aujourd'hui, parce que le risque, nous, en tant qu'acteurs économiques, privés, c'est aussi de pouvoir aller chercher de l'innovation, créer des choses, et puis qu'on se rend compte que ce ne soit pas finalement cohérent avec les envies et les besoins. Donc c'est ça aussi le sujet de cette étude-là. J'avais oublié de le préciser. Alors ensuite, dans les analyses croisées, on a regardé aussi par sexe quels étaient les types de pratiques. Donc là, effectivement, dans l'activité physique, il y a beaucoup de choses différentes. On n'a pas cité toutes les pratiques possibles, hein. Vous voyez bien qu'il y a une colonne autre qui est assez représentée, mais disons là, ce qu'on peut retenir, ce qui est assez flagrant, c'est que les hommes vont s'orienter plutôt vers des activités d'endurance, des activités aérobies qui mobilisent fortement l'énergie, le corps, et qui sont souvent extérieures. Donc en l'occurrence, par exemple, le vélo et la course à pied qu'on a mis en exergue. La femme, elle, va avoir une prédominance vers des pratiques un peu plus douces, on va résumer comme ça, avec la marche, qui est de toute façon une activité très transverse, très universelle. La gym douce et ce qu'on pourrait appeler le fitness, en tout cas le fitness, nous, qui peut regrouper le stretching et la gym douce également. Et puis, toutes les disciplines plutôt bien-être, on va les résumer comme ça, avec le yoga, Qigong, Pilates, qui ces dernières années sont quand même assez demandés. À l'inverse, chez les hommes, ne serait-ce que le terme gym douce ou les pratiques dites de bien-être vont plutôt avoir un effet de rejet. Alors, par rapport à la tranche d'âge, donc là, on regarde les mêmes disciplines par rapport à la tranche d'âge. On va avoir finalement la marche. On peut regarder déjà la marche qui est peut-être la pratique la plus universelle et finalement qui est relativement homogène dans les tranches d'âge et même jusqu'à plus que 75 ans, parce que là, pour le coup, c'est une pratique qui peut vraiment être adaptée facilement pour tous les âges.
On va retrouver chez les plus jeunes, donc jusqu'à peu près 65-69 ans, on va retrouver le fitness, le stretching, qui vont être assez représentés. Et à partir de 70 ans, on va avoir un peu une démarcation aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec par exemple le fitness qui tombe à 4% au lieu de 22%, le stretching qui tombe à 8% au lieu de 33%. Il y a aussi la sémantique qui rentre en ligne de compte dans ces pratiques-là. Les termes fitness, par exemple, ou stretching, qui vont être des termes qui vont peut-être moins coller à partir d'une génération à partir de 70 ans et plus. Par contre, les disciplines de bien-être, 13% chez les plus de 75 ans, donc yoga, qigong, tai chi, ce qui reste un score relativement important par rapport aux autres tranches d'âge. Oui, un point important que Benjamin a abordé, c'est qu'il y a des phénomènes d'âge et des phénomènes de génération. Bien séparer aussi les deux quand on étudie ce genre de graphique. Marie-France, peut-être expliquer Malakoff Humanis, votre rôle dans le côté sport et santé? Eh bien, comme l'Agir Carco, puisqu'on dépend de l'Agir Carco, nous menons des actions de prévention sur le terrain, sur cette activité physique. Et donc, nous allons au plus près organiser, par exemple, des programmes avec une conférence d'ouverture et tout un programme en présentiel, quand on peut, ou en distanciel, puisque l'été indien sait très bien faire les deux. Et on va pouvoir accompagner nos allocataires, nos retraités pendant 6 mois, par exemple, sur les programmes classiques que nous faisons. Donc, nous, je crois qu'on est à plus de 35 programmes déjà développés là depuis qu'on connaît l'été indien, depuis 2019. Avec nous, oui. Ouais. Donc, c'est vraiment, on s'est rendu compte de l'importance aussi de la façon d'aborder le sujet, effectivement, de la sémantique, de la façon d'apporter le sujet, qui est extrêmement importante, et le public retraité évolue et n'accepte plus certains mots, n'accepte plus de se voir catégorisé dans du sport adapté. Donc, il y a un gros travail d'adaptation à faire sur ce sujet. La différence homme-femme, vous la notez également de votre côté? Oui, à peu près. On est à peu près dans les mêmes eaux que l'étude. J'ai pas, on a fait 35 groupes, donc je sais pas si c'est très représentatif, mais on avait à peu près, on était plutôt 50-50 dans nos groupes en distanciel. Ce qui est flagrant, c'est la gym douce. Oui. Moi, je vois certains opérateurs mettaient la gym douce en avant pour faire venir les gens au sport. Oui. Et là, on voit que chez les hommes, ça ne fonctionne pas très bien. Non. Un autre commentaire? Quelqu'un d'autre? Oui, moi j'ai un commentaire, c'est une réaction qui est vraiment liée à la répartition, effectivement, par thématique. C'est qu'on voit bien on constate là dans votre étude que les femmes, finalement, assez rapidement, aiment des activités qui sont souvent collectives déjà. On appelle ça des activités douces, mais comme par hasard, elles se font en groupe. Donc, ce n'est pas étonnant qu'après, on retrouve quand même, de manière plus large, des femmes dans nos ateliers. Parce que là, par contre, au PRIF, très clairement, la répartition, elle est beaucoup plus majoritairement femmes. Nous, on est plutôt à 75% de femmes que moi. C'est vrai qu'on est assez souvent autour de 3 quarts, 1 quart. Oui. Voilà, c'est quand même plutôt ça. Et donc, finalement, c'est aussi parce que les femmes aiment bien se retrouver entre elles. Enfin, entre elles, elles aimeraient bien qu'il y ait des hommes à côté d'elles, mais en tout cas, elles aiment bien le lien social, qui est aussi le nerf de la guerre de nos activités, est beaucoup plus naturel pour les femmes que pour les hommes. Peut-être, alors là, je vais rentrer dans des schémas affreux, mais c'est peut-être aussi lié à des générations de femmes qui travaillaient moins et qui avaient du coup plus d'activités, qui étaient contentes d'avoir des activités collectives pour voir du monde. Mais ça, c'est un autre sujet sur le comportement sociétal. Une petite parenthèse d'ailleurs sur la répartition homme-femme. Nous, on a vu très clairement à partir de 2020 où on a dû mettre en place des séances à distance, et puis où le distanciel s'est généralisé.
on a vu poindre des hommes en plus grand nombre, il y a eu une proportion, alors ils ne sont pas devenus majoritaires, mais parce que justement l'effet groupe était moins fort, moins risqué, les gens se voient moins finalement avec la visio. Il y a le côté aussi de l'image de soi, il y a tout un aspect psychologique qui est très fort aussi dans ces choses-là. Et l'homme se sentait plus en sécurité, certainement par l'effet distance et visio. Donc on a eu beaucoup plus d'hommes en proportion à cette époque-là. Oui, puis c'est certainement lié aussi à la maturité informatique, peut-être aussi. Ouais. Bon, peut-être, mais aussi à l'image du vieillissement, c'est-à-dire que c'est un sujet qu'on a dans nos ateliers qui ne sont pas intergénérationnels, et pour des raisons souvent institutionnelles, pour nous en tout cas c'est le cas, et finalement il y a beaucoup de jeunes seniors qui ne veulent pas être dans des ateliers de vieux. Oui. Ça, c'est quand même un vrai sujet. On parlait de sémantique, mais on y est. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et la notion de vieux, tout est relatif. Hein. Je vois régulièrement sur le marathon des personnes dites âgées qui finissent fringantes là où j'ai du mal à y arriver. Donc, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que toute activité physique est bonne d'un point de vue prévention. Je ne fais pas de différence finalement dans ma prescription orale que je peux faire aux personnes de l'intérêt de l'activité physique. Alors, oui, quand c'est une activité physique en endurance plutôt d'intensité élevée, ce que font les hommes, course à pied, vélo, on a peut-être besoin de moins de temps d'activité physique sur une semaine pour avoir le même bénéfice qu'une activité à moindre intensité. Mais les activités à moindre intensité, elles ont aussi un réel intérêt, notamment sur ce qui est psychique, cognitif, équilibre aussi. L'activité à haute intensité pour les seniors, c'est recommandé? Enfin, comment est-ce que vous voyez le… En fait, dans le programme de recommandation senior, tout confondu, et à partir qui regroupe ces classes d'âge, on est soit sur à peu près une modulation. Finalement, on a tendance à dire que ce n'est pas en une fois qu'on fait tout, mais plutôt en 4 à 5 fois par semaine. Déjà, on essaye de découper ou de segmenter l'activité physique pour qu'elle devienne quelque chose de régulier, pas forcément quelque chose de trop ponctuel, avec finalement en intensité élevée, une recommandation d'environ 1 heure par semaine, là où sur une intensité moindre, on serait plutôt sur un volume 2 heures par semaine. D'accord. Slide suivant. Et ce que ça veut dire ça aussi, c'est que selon ce qu'on va proposer, on va aussi, ça fait partie des sujets qu'on regarde, c'est que selon le type de discipline qu'on va proposer, on va orienter vers des publics et on va se couper d'autres publics. Donc ça, c'est aussi cette slide-là, elle veut dire ça aussi. C'est que, à part la marche peut-être, qui va être un fil rouge qui peut correspondre à tout le monde, mais sinon, voilà. En tout cas, nous, en tant qu'opérateurs d'activité physique, ça nous interpelle aussi sur ce plan-là. Les motivations. Alors, pourquoi pratiquer de l'activité physique croisée avec le sexe? Donc, disons qu'il y a 2 blocs qu'on peut extraire. Donc, le bloc, entre guillemets, santé, que vous retrouvez donc à gauche, c'est rester en forme, conserver ses capacités physiques, garder une vie active. Donc ça qui est un bloc assez fort chez les deux, hommes et femmes. On a à peu près les mêmes chiffres. Donc certainement, on va dire la motivation numéro 1, ne pas tomber dans la dépendance, même s'ils ne le disent pas comme ça. Je me rappelle, Frédéric, lors d'un focus group qu'on avait fait à Reims, il y avait une personne, je crois que c'était une dame qui avait dit moi, je ne veux pas être comme mes parents. Mes parents qui ont fini dépendants, alors c'était d'autres générations encore, mais… Il y avait clairement la croyance, si je ne fais pas de sport, je risque d'être dépendant. Il y avait clairement cette croyance. Il y avait ça, et notamment par rapport au regard des parents qui, eux, à l'époque, les générations d'avant, qui étaient beaucoup moins sensibilisées à ça que celles d'aujourd'hui. Et je me souviens qu'il y avait eu ça. Donc c'est vrai que le pouvoir garder une vie active, moi j'entends aussi beaucoup garder mes petits-enfants, par exemple, qui est une motivation chez les jeunes seniors qui est très forte, avoir la capacité de garder encore mes petits-enfants.
Donc ça, on va dire que c'est le bloc santé. Et il y a le bloc lien social, donc, qui est en rouge, qui est plus fort chez les femmes, hein, sans surprise, avec voir du monde, pratiquer en groupe qui ressort. Bon, il y a aussi le lutter contre une maladie ou éviter les maladies, là, qui est un peu à part, qui est un peu plus fort chez les femmes. Mais finalement, le côté maladie, moi, je trouve qu'il est moins présent par rapport à la dépendance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je trouve que les personnes vont moins parler de maladie ou de lutter contre une maladie ou ne pas tomber malade. Ça va plus être vraiment le côté je veux garder mes capacités et je veux pouvoir faire encore ce que je veux dans mon quotidien, que ce soit pour mon plaisir ou aider mes enfants, etc. Donc, le côté maladie, moi, je l'entends moins, même si là, bon, il ressort chez les femmes, en l'occurrence. Oui, mais c'est peut-être lié aussi à l'ensemble des programmes de prévention globaux qui sont mis en œuvre. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de programmes qui sont proposés à des femmes qui ont eu des cancers du sein, qui sortent de longues maladies. Et on sait aujourd'hui qu'on traite le sujet de l'activité physique dans un programme global, comme la prévention du bien manger, la prévention et du risque élevé au stress. Et aujourd'hui, on globalise en fait l'activité physique, pour nous, c'est un levier. Et il est vraiment englobé dans un programme d'hygiène de vie, ce n'est pas un joli mot, mais en gros, et je pense que la société a gagné en maturité sur ces sujets. Et c'est pour ça que peut-être ce volet lutter contre la maladie, ou en tout cas accompagner une rémission ou un retour à la vie suite à une maladie, c'est un paramètre qui émerge de la même manière que le lien social. Nous, on ne le décorrèle jamais de l'activité physique adaptée parce que pour les femmes, effectivement, c'est extrêmement important. Justement, Scarlett, par rapport au lien social, c'est le sport qui amène le lien social ou vous rentrez par le lien social pour le sport? Comment Alors, presque, il y a plusieurs écoles là-dessus. Moi, je dirais que on ne parle pas directement de lien social, comme on ne parle pas de lutte contre l'isolement, c'est un gros mot, puis c'est des mots que les gens n'ont plus envie d'entendre, hein. C'est ce que disait Marie-France. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme action sociale. Ça veut tout dire et rien dire. On évolue aussi sur la sémantique. Aujourd'hui, on est plus dans l'accompagnement, dans le parcours. Voilà, Oui, puis j'imagine si on parle de lien social directement, c'est un miroir qu'on met. Oui, et puis lien social, ça veut dire quoi en fait, lien social? Finalement, c'est la relation à l'autre qui est importante. Et effectivement, si ça passe par la proposition d'une activité physique en groupe, pourquoi pas? Mais lien social tout seul, voilà, je ne sais pas ce qu'on en fait. On le voit dans d'autres entreprises sur leur économie, sur l'intergénération. Là, je pense à certaines entreprises où c'est des jeunes qui vont apprendre l'informatique aux plus âgés. Effectivement, on sent que le fait qu'il y ait l'activité, c'est un plus pour avoir un lien social avec les jeunes étudiants qui viennent leur apprendre l'informatique. C'est très, très net, ça aussi. Mais c'est pas dit, mais on ne parle pas de lien social, bien sûr, mais en tout cas, c'est compris comme ça. Disons que l'activité physique adaptée ou l'activité physique, c'est vrai que l'activité physique adaptée, c'est pareil, ils n'aiment pas trop qu'on emploie ce mot-là. En fait, elle met en mouvement une dynamique. Voilà, donc pour moi, elle accompagne. Mais elle fait partie d'un programme global, en fait. Christiane, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, enfin, je pense effectivement que la sémantique est importante et qu'il y a peut-être des biais, en tout cas, nous, on l'a dans notre offre de prévention, parce que on ne va pas parler effectivement d'un atelier d'activité physique. On va pas dire aussi que c'est un atelier de lien social, mais on va mettre en exergue des buts à atteindre, des buts pédagogiques, alors qui vont aussi sélectionner les personnes qui vont venir. Mais par exemple, nous, on a un atelier historique qui avant s'appelait prévention des chutes. Alors, quelle horreur! Enfin, je veux dire que c'est affreux de parler de ça. Nous, on l'appelle équilibre en mouvement. Et finalement, on s'aperçoit que les personnes vont à cet atelier, non pas pour avoir une activité physique, mais pour apprendre, pour avoir une acquisition supplémentaire liée à… Alors, on ne va surtout pas parler de risque non plus, mais de points de vigilance et en anticipation. Voilà. Donc, on a vraiment beaucoup de cas différents dans l'impulsion, mais malgré tout, le lien social, même s'il n'est jamais dit tel quel, il est au cœur de la dynamique qu'on génère, parce qu'autrement, les personnes auraient des séances individuelles. Enfin,
Il y a vraiment le plaisir de se retrouver avec d'autres. Et ça, on l'a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'études là-dessus d'impact sur le lien social. Et même si ce n'est pas dit au début, c'est généralement reconnu à la fin. On a été content d'avoir un atelier parce qu'on a appris des choses un peu, mais surtout, on a bien ri avec les autres, voyez, par exemple. Hein, et ça, c'est assez important comme présentation. C'est important de le dire parce que la notion de bien vieillir est une notion émergente aussi dans le vieillissement. Hein. Je crois que vieillir heureux, ça passe par le mouvement, ça passe par le partage. Donc, effectivement, plutôt que lien social, c'est tout ce qu'on va mettre autour. Le médecin, Jean-Luc, j'ai une question qui me vient. Non, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais effectivement, on a un capital tous, qui est finalement notre organisme et l'objet même qui intéresse l'ensemble des acteurs qui sont présents, mais également tout un chacun, c'est de maintenir, voire de développer nos capacités. Dans nos capacités, on met capacités physiques, intellectuelles, psychiques et sociales. Et que finalement, c'est sur ces 4 domaines qu'il faut arriver à travailler. Alors, que la dépendance soit quelque part un moteur, ça m'étonne peu. Enfin, moi, je vois surtout les plus âgés, des seniors dont on parle, et que c'est vrai que quand on est sur une personne un peu âgée, une maladie de plus, une maladie de moins, c'est jamais trop le problème. Ce qu'elle veut, c'est rester autonome et ne pas se percevoir jamais comme une charge pour personne. Donc, la France, pour autant, est comme elle est. On est presque les champions du monde de l'espérance de vie. Et que ça démontre au moins d'une organisation sanitaire qui est parfois perfectible, mais qui reste performante. Mais on est quand même plutôt mal classé dans l'espérance de vie sans incapacité. Ah oui. Aujourd'hui, si l'espérance de vie d'une femme elle est de 86 ans, eh bien, dans ces 86 ans, il y a à peu près 7 à 8 ans de vie avec une dépendance un peu marquée et une vingtaine d'années avec une dépendance légère. Et que tout l'objet, c'est d'avoir un impact sur ça et de faire en sorte que le but, ce n'est pas de vivre 200 ans, mais qu'on vive le plus longtemps possible sans aucune incapacité. Et je crois que les gens, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Benjamin, slide suivant. Oui. Donc, sur les motivations par rapport aux tranches Vous d'âge. avez vu, hein, les tableaux sont de plus en plus précis. De plus en plus dans 10 minutes que ça va être. Il faudra zoomer après. Non, c'est pour ça qu'on a essayé d'extraire aussi les chiffres et de les résumer. Alors, il y a l'âge quand même qui est à prendre en compte aussi dans la réflexion sur la motivation, parce qu'évidemment, l'âge va jouer beaucoup. Par exemple, moi, si je peux juste apporter, ce n'est pas un bémol, parce qu'évidemment, on est tous d'accord sur le lien social, mais par exemple, moi, je vois, à ma petite expérience depuis 5 ans et avec la crise sanitaire aussi, je vois notamment chez les jeunes, les très jeunes, là pour le coup, 60 ans et parfois certains qui sont encore actifs, parce que la retraite est quand même va être aussi un moment assez charnière, mais où finalement le lien social, parfois, ce qu'on veut, c'est des moments pour soi, ce qu'on veut, c'est prendre soin de soi, et ce qu'on veut, c'est le moins de contraintes aussi. Donc, peut-être que ça change avec l'âge, effectivement, ça change certainement avec l'âge, mais peut-être que aussi, c'est les nouvelles générations de seniors qui seront peut-être un peu plus longtemps portés sur leur plaisir personnel, leur bien-être personnel, plutôt que l'effet groupe. C'est une question, mais je trouve que c'est de plus en plus marqué chez les jeunes, les très jeunes, le fait de pouvoir finalement se concentrer sur soi, son bien-être, son bien vieillir, et finalement rencontrer peut être parfois un peu plus secondaire. Alors, sur les... Vas-y, Benjamin. Ouais. Donc, sur les motivations avec les tranches d'âge, alors, d'ailleurs, oui, c'est ce que je disais un peu, le moment pour soi qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. Et donc ça, est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'était déjà le cas des anciennes générations et que ça change avec l'âge? Mais c'est quelque chose qui est quand même important, entre guillemets, l'individualisme, le repli sur soi qu'on peut de toute façon connaître, et ce qui ne va pas aussi toucher les seniors et donc aussi les formes de pratique d'activité physique.
À partir de 65 ans, ben là, on retrouve voir du monde, sortir dehors. Donc là, on retrouve le lien social, mais qui est quand même beaucoup moins marqué chez les moins de 65 ans. Hein. Par exemple, voir du monde, on est à 59-57% de oui, et on passe à 83% à partir de 65 ans. Donc il y a certainement des paliers générationnels aussi à prendre en compte dans les motivations. On veut souvent mélanger les plus de 60 ans, hein, on dit souvent plus de 60 ans. Peut-être que finalement, entre 60 et 65 et 65 et plus, c'est pas du tout pareil. Puis après, 75 ans, peut-être 70, 75 ans et plus, où là, alors on n'a pas de données sur les plus de 75 ans, en tout cas sur les tranches après 75 ans. Et puis évidemment, la maladie aussi qu'on retrouve un peu plus avec l'âge. Donc, on voit quand même des différences à partir environ des 65 ans aussi. Moi, ce que j'ai noté dans ma petite expérience, en fait, j'avais suivi des retraités qui étaient passés par la Fédération française de la retraite sportive. Je les ai vus quand ils étaient jeunes, ils étaient plutôt en sport, plutôt individuel. Après, ils se sont mis plutôt en groupe, parce qu'il y avait l'encadrement qui était intéressant, puis la variété des sports. Et au bout d'un moment, c'était vers 78 ans à peu près, le groupe les a étouffés. Ils se sentaient étouffés du groupe et ils ont rebasculé en salle de sport classique. Il y a eu ce phénomène-là que moi j'avais noté. Des commentaires? Moi, je trouve que c'est pas étonnant, en fait. Enfin, alors, ça peut être générationnel, mais pas que. Je pense que quand même, aujourd'hui, entre 60 et 64 ans, on a quand même de bonnes chances de travailler encore et d'avoir effectivement une vie sociale assez dense et intense. On a moins besoin du groupe. Et plus on avance en âge, et plus effectivement le cercle social, malheureusement, se restreint. Donc, et là, on est plutôt en recherche aussi de liens sociaux et du groupe. Peut-être. Après, sur la répartition que vous évoquiez, Frédéric, sur l'envie à partir d'un certain moment d'avoir une activité dans un autre lieu, mais qui est quand même une salle, quand même, c'est peut-être aussi lié, c'est notre rôle, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait, aussi bien caisse complémentaire que caisse de base. C'est-à-dire que nous, notre mission, c'est de donner envie aux personnes d'avoir des activités, hein, donc avec des thématiques les plus ludiques possibles, autant que faire se peut dans le domaine qui est le nôtre. Mais l'idée, c'est pas de financer des actions dans la durée. Hein. Et donc, on solvabilise, on donne envie, et notre mission, elle est accomplie lorsque, après cette session-là, on appelle ça plus de pas dans le PRIF ou même prévention, équilibre en mouvement, après, la personne se dit, tiens, ça m'a plu de bouger comme ça et j'ai envie d'avoir un atelier d'activité physique, de le faire autrement. Donc, je ne crois pas qu'on peut aussi parier sur une activité atelier dans la durée. Parce qu'effectivement, la contrainte temps, discipline serait certainement trop forte trop longtemps aussi. Marie-France, une question, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez noté chez Malakoff Humanis des différences avec l'arrivée des nouvelles générations de seniors au fur et à mesure? On a noté ce qui ressort un peu là sur l'enquête. Moi, le besoin, ce qu'ils expriment en tout cas, par exemple, à la sortie d'un programme, ils sont demandeurs, justement, eux, d'aller vers une activité qui leur a plu, en associatif, en local, etc. Ils sont demandeurs, alors que c'était quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'ils faisaient les programmes qu'on leur proposait, ils venaient aux conférences qu'on leur proposait, et puis il n'y avait pas de suite, en fait, il n'y avait pas vraiment de pérennisation. Et là, on sent qu'il y a même un besoin qui est exprimé par nos retraités qui souhaitent continuer à leur façon peut-être, mais qui souhaitent à ce moment-là qu'on coordonne, qu'on donne les liens, qu'on les mette en relation avec des acteurs locaux, avec une association, avec un centre sportif, enfin quelque chose par rapport à une activité qui leur a plu ou qui leur plaît, qu'ils veulent faire tout seul, et plus forcément en groupe. Donc, si je comprends bien, si je résume, avec vous, ils ont eu l'impulsion, le démarrage de s'intéresser un petit peu à l'activité physique. Oui. Et ils ont pu découvrir l'activité qui leur plaisait pour ensuite continuer. Souvent, là, c'est une tendance qu'on a depuis là. Moi, je la constate depuis
un an et demi, alors je ne sais pas si c'est l'effet Covid, mais un an et demi, on sent qu'il y a un besoin qui est exprimé de continuer, et donc ils ont pu découvrir certaines activités, et puis ils se sont intéressés finalement à ce qui se passait autour d'eux. On leur a ouvert les yeux sur ces aspects-là, et derrière ils vont chercher. Ils cherchent à ce qu'on les mette en relation. Enfin, je pense qu'ils attendent de nous qu'on ne s'arrête pas juste au programme, mais c'est d'aller plus loin, de les mettre en relation avec, je sais pas, s'il aime faire, je sais pas, de la marche, et bien qu'on aille le mettre en relation avec le club de marche d'à côté, ou qu'on lui dise tout ce qui se fait sur la marche sur le département, par exemple. En réfléchissant, c'est ce qui s'est passé avec mon groupe de retraités que j'ai suivi. C'est qu'effectivement, on peut le voir ça comme ça aussi. Ils ont découvert avec le groupe plusieurs activités, parce qu'il y a plein d'activités, et après, ils ont choisi la leur, et dès qu'ils avaient choisi la leur, ils ont quitté le groupe. Ouais. Pour ceux que j'ai suivis, d'accord, bien sûr. C'est un chantier. Benjamin, Jean-Luc, vous voulez parler? Oui, Jean-Luc. Un très léger commentaire, d'abord parce que c'est tout de même étonnant de voir que chez les moins de 60 ans, il y en a 63% qui font une activité physique pour freiner les effets du vieillissement. Mais bon, même plus que pour perdre du poids finalement. Oui. Autrement, moi, le principal commentaire que ça m'évoque, je ne suis pas sûr que la segmentation en classe d'âge ait beaucoup d'intérêt. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que le plus de monde possible ait une activité physique régulière, que derrière, il y a des ressorts motivationnels pour tout un chacun, et qu'il faut pouvoir identifier qu'est-ce qui peut conduire un individu à se lancer ou à rester. Et que ce coaching motivationnel, il va s'appuyer sur ça. Et pour certains d'entre nous, ça va être pour se vider la tête, pour d'autres, pour garder des capacités physiques. Et du coup, il faut vraiment avoir un temps d'interrogation avec les personnes, dire mais vous, pourquoi vous n'en faites pas? Qu'est-ce qui vous motiverait finalement? C'est quoi qui vous conduirait à développer un peu d'activité physique régulière? Et puis, essayer d'identifier le facteur qui va faire en sorte qu'il va s'y mettre. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Jean-Luc, c'est beaucoup plus dur de les faire commencer que de les faire continuer. C'est quelque chose qui… Parce que c'est vrai que on s'adresse quand même prioritairement avec des personnes qui n'en faisaient pas ou qui ne font pas d'activité physique, dont ce n'est pas la tasse de thé nécessairement. Et le fait de les faire rentrer dans un programme, quel qu'il soit, c'est ça le plus dur. Une fois qu'ils sont avec nous. C'est d'ailleurs la difficulté du programme de groupe, c'est que je ne fais pas de sport. Benjamin est venu me voir en m'expliquant que ça serait peut-être utile pour moi, mais en étant dans le groupe, j'ai tout de suite confronté mes performances à celles d'autres personnes dont je vais me dire ils sont plus performants que moi, c'est pas ma place, etc. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour m'accompagner, pour me dire vous étiez là il y a 2 semaines, regardez déjà tous les progrès que vous avez faits, c'est important, on est sur la bonne voie, et finalement je vais continuer, je vais m'accrocher. Surtout parce que c'est Benjamin. Bravo. Mais c'est vrai, nous on a constaté quelque chose au prix. Bon, d'abord l'atelier sur l'activité physique, donc c'est soit équilibre en mouvement, soit plus de pas, sont partie des ateliers les plus fréquentés actuellement. En 2021, sur 1300 ateliers, il y avait quand même 600 ateliers équilibre en mouvement, ce qui est beaucoup. Mais par contre, ce n'est pas l'atelier par lequel les personnes rentrent dans le parcours. Les personnes rentrent soit par un autre atelier, mémoire pour les plus âgés, ou alimentation pour les autres, ou informatique. Voilà, il y a plusieurs points d'entrée. Et là, on refait le lien motivationnel sur les personnes qui ont envie d'être ensemble, qui ont envie de continuer à être en groupe. Après, elles vont aller vers l'activité physique. Et puis après, peut-être là, à ce moment-là, on partir pour aller dans le diffus, avoir d'autres activités. Mais voilà, mais Est-ce que c'est pas le sujet? Est-ce que l'activité physique n'est pas le sujet qui génère le plus de peur potentiellement en fait? Oui, moi je pense que c'est pour ça d'ailleurs que dans notre atelier équilibre en mouvement, on parle jamais de risque. On parle de bénéfices, mais on parle pas de risque. Et d'où l'intérêt de rentrer. Je crois que vraiment un des éléments les plus importants dans nos réflexions, dans votre étude et dans les nôtres, c'est vraiment ce facteur décisionnel
Et il faut vraiment rentrer dans l'activité physique en levant tous les freins. Et on lève les freins en parlant d'autre chose, en offrant une activité qui n'a rien à voir. On a constaté, nous, que l'atelier notamment de sophrologie, qu'on ne finance pas directement, enfin, sauf dans le cadre de notre action sociale par ailleurs, la sophrologie entraîne souvent les personnes vers d'autres ateliers, dont l'activité physique. Donc, on est bien dans cet élément. Il faut encore lever plein de craintes autour de l'activité physique. Benjamin, je te laisse poursuivre. Oui, on arrive presque au bout. Donc, dans l'analyse, là, c'est par rapport au sexe et la pratique seule ou en groupe. On l'a déjà évoqué. Donc, là, de la même, comme on le disait, une prédominance pour pratiquer seul chez les hommes et en groupe chez les femmes. D'où le fait que dans nos groupes, on est peu d'hommes finalement, notamment. Par rapport à la tranche d'âge et Attends, juste revenir. La différence, moi, il y a une explication qui me vient à l'esprit. Pour les hommes, c'est le regard extérieur, le regard de l'autre. Oui. Est-ce que je serais assez bon par rapport à ce... Est-ce que je serais assez bon? Est-ce que j'arriverai à suivre dans le groupe? Avec l'aspect de l'homme en compétition par rapport à celui qui a cliqué. Alors déjà, l'homme, sur les sujets de prévention, il a beaucoup plus de mal à anticiper. Il attend que le problème arrive, que même nous, à notre âge, moi je le vois aussi, je pense que même plus jeune, on est comme ça aussi. Puis après, il y a la question d'ego qui est assez fort, de éventuellement être en difficulté, en faiblesse à l'intérieur d'un groupe. Donc c'est vrai que c'est des freins assez forts qu'on ressent chez les hommes. Mais après, l'individuel, faire de l'individuel, c'est aussi des coûts, c'est aussi un modèle économique différent. Donc, il y a aussi ça c'est aussi un sujet important, l'individuel. Alors, par rapport à la préférence entre pratiquer seul ou en groupe et l'âge, donc ça, c'est un peu ce que tu évoquais, Frédéric. C'est que le groupe, finalement, on a une courbe qui augmente vers les 65-69 ans, où finalement, on commence à avoir envie on a envie finalement peut-être de refaire de nouvelles relations, d'intégrer des nouveaux groupes. On a perdu la vie sociale de l'actif et on construit une vie sociale du retraité. Et en même temps, on peut supporter les contraintes du groupe aussi, puis les horaires, les déplacements, etc. Ce qui est plus difficile avec l'âge, que ce soit le regard et puis les contraintes logistiques, on va dire, du groupe, qu'impose le groupe. Donc, c'est pour ça qu'on a un pic autour de 65-69 ans. Alors, on avait aussi posé la question parce que pour rentrer dans un programme de prévention, il faut le connaître. Et donc, on avait évoqué aussi la question, est-ce que vous êtes au courant des offres? Alors là, en l'occurrence, pas de prévention, mais d'activité physique. Est-ce que vous savez quelles sont les offres près de chez vous? On avait aussi posé cette question-là. Et donc, là, on se rendait compte que, alors, ce n'est pas des proportions très fortes, mais en tout cas, que c'était plutôt la femme majoritairement avait plus de connaissances de l'offre que l'homme. Allait peut-être chercher l'information plus loin, peut-être aussi par le bouche à oreille qui est plus fort chez les femmes, peut-être. Bon, voilà, il y avait une prédominance en tout cas chez les femmes pour la partie connaissance de l'offre. On avait également aussi demandé de noter des services d'activité physique de 1 à 5. Alors déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre hommes et femmes sur les notes. Les courbes se suivent. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la courbe bleue, la courbe jaune, qui globalement se suit. Il n'y a pas de différence majeure. Les services qui ressortaient le plus, sans grande surprise, mais les séances collectives. On avait demandé beaucoup de choses, séances collectives dans une salle, sortie de marche, bilan et conseils personnalisés, donc tout ce qui était évaluation et puis séance collective, et ce qui était ressorti beaucoup moins dans les notes en dessous de la moyenne, en dessous de 2, enfin à peu près 2, 2,5. Il y avait la partie digitale, donc la visioconférence, et puis aussi le forum de discussion sur Internet. Donc, et donc ça, on bascule vers le sujet aussi du digital qu'on a questionné dans cette étude-là également.
Donc, on avait posé la question, on était en milieu 2021, donc là, on va dire que le gros de la crise était passé, même si peut-être que la réponse peut être biaisée par rapport à la période Covid. Mais on avait justement demandé, en essayant de synthétiser, en disant si vous étiez aidé d'un site internet ou d'une application mobile, est-ce que cela pourrait vous intéresser? Et donc, on a grosso modo un tiers de oui, un tiers de non. Donc, majoritairement quand même des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'avoir une aide digitale. Et en même temps, il y a quand même un tiers, ce qui n'est pas rien, qui, sans vraiment avoir d'informations dessus, en tout cas, qui se disait potentiellement intéressé. Donc ça mériterait de revoir aussi dans le temps, post-Covid, et puis évidemment avec les nouvelles générations à venir. On avait alors, cette possibilité-là d'avoir une aide par un site internet ou une application mobile. On l'avait regardé aussi par tranche d'âge. Bon là, il n'y a pas de grande surprise, évidemment. Plus on est jeune, plus on se dit que ça peut être intéressant d'avoir ce type d'outils avec soi. Évidemment, ça lié aussi à l'usage d'Internet, à tout ça, la maturité informatique, sujet que vous connaissez également. Donc, bon, là, il n'y a pas de surprise majeure. Juste pour finir l'émission, j'aurais voulu aborder quelques points. Christiane, comment convaincre? Effectivement, je pense que le sujet, il est là. Il est par la preuve du résultat. C'est-à-dire qu'on est sur le sujet de l'évaluation qui est au cœur de la démonstration, évaluation des propres efforts, des propres résultats, des propres bénéfices que la personne peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on intègre de manière systématique dans nos ateliers. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une étude comparative de la situation au début à la fin, mais en même temps des étapes dans l'évaluation et toujours pour montrer que ça va mieux, hein, bien entendu. On est là pour montrer que ça sert à quelque chose. Et ça, c'est vraiment très efficace. Et puis, une évaluation scientifique qui doit s'ajouter à celle-ci. Donc, au niveau du PRIF, on le fait, on s'appuie sur des suivis de cohorte, on peut démontrer que ça sert à quelque chose. Voilà. Et ça, c'est vraiment c'est du coup des verbatims qu'on utilise régulièrement et on s'aperçoit que c'est ça qui convainc. C'est pour ça que lorsqu'on demande aux personnes quels conseils ils peuvent donner, les personnes conseillent à leurs amis, à leurs voisins d'aller aux ateliers parce que ça a marché, en gros. Donc, l'évaluation, c'est la principale cause d'efficacité. Marie-France, une fois qu'on a mis les seniors au sport, comment pérenniser les programmes? Comment pérenniser? Je pense qu'il y a un gros travail à faire avec les acteurs locaux. Il y a aussi un gros travail à faire sur la mesure d'impact. Enfin, quand on termine un programme, il faut vraiment qu'on sache où en est la personne, ce qu'elle veut faire derrière et comment on peut l'accompagner. Et je pense que l'accompagnement, il ne doit pas s'arrêter à notre prévention de base, il doit aller plus loin. Donc, il y a un gros travail à faire, je pense, avec les acteurs locaux, avec les acteurs aussi comme Été Indien, qui sont plus nationaux, mais il faut absolument qu'il y ait cette mesure à un instant N+1, quand on a terminé le programme, et qu'on puisse aller encore derrière, accompagner les gens pour leur donner toujours l'envie de continuer et d'en parler autour d'eux. Ça rejoint un petit peu ce que Christiane disait, prouver et puis après mesurer. C'est un peu, Ouais. ce que la Scarlett, un programme estival avec Été Indien, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Alors, avant de parler du programme estival, vous me permettrez juste de rappeler que la prévention, nous, on milite pour qu'elle s'inscrive au plus tôt dans le parcours de vie et rappeler que l'Agirc et l'ARCO disposent de centres de prévention qui proposent des bilans médicaux, psychosociaux à partir de 50 ans, justement, et qui permettent de donner beaucoup de conseils, qui proposent des ateliers justement pour impulser, sensibiliser, ouvrir au champ des possibles en matière de prévention. Et effectivement, nous, par ricochet, on aime tous les sujets qui font bouger les lignes. Donc, on parlait tout à l'heure de lien social, couplé à l'activité physique adaptée, et donc un programme durant l'été, parce qu'on sait que durant l'été, le lien social s'effiloche. Les associations ne sont pas forcément ouvertes, la famille est souvent en vacances, les amis sont partis, et on a quand même un certain nombre de seniors qui vont souffrir de solitude. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais qui vont
vont faire peu de choses pendant l'été. Donc, l'idée, c'est de les faire sortir, de les faire rencontrer du monde, de créer du lien. Et puis, s'ils peuvent le faire en faisant de l'activité physique, euh, euh, en binôme, en groupe, s'ils peuvent juste marcher dans la ville et créer du lien social, pour nous, ce sera du tout gagné. Voilà. Et on impulsera peut-être une motivation avec les bonnes qui débouchera sur les bonnes résolutions du mois de septembre, en fait. Et voilà l'approche qu'on a. On pense que ça a du sens. Et c'est une première expérimentation qu'on va mener avec l'été indien cet été, donc par le lancement d'une conférence en digital, pour mobiliser dans 16 villes de France tous les retraités qui ont envie de rejoindre ce groupe. Et il y aura donc une activité physique adaptée proposée une fois par semaine pendant les 2 mois d'été. Donc, ceux qui voulaient faire la farniente sur les plages, tant pis pour eux. Eh bien non, parce parce qu'il y aura sûrement des choses qui seront proposées sur les plages. Sur les plages aussi, ouais, c'est ça. Oui, et dans les grands parcs de France. Il n'y aura pas des plages partout dans les 16 villes. Si je me souviens bien la liste, il n'y aura pas des plages. Il n'y a pas des plages partout. Ou alors on peut les installer. Mais bon. Il y a une plage à la Grande Motte, ça j'ai retenu. La Grande Motte, c'est vrai qu'il y a la Grande Motte, ouais. Mais bon, ça va être un beau dispositif, 16 villes, à peu près 600 seniors, voilà. et la marche, pour que les personnes apprennent à se connaître aussi pendant ces 2 mois-là. C'est aussi le but, un des buts de l'activité physique, évidemment. Et avec en filigrane l'accompagnement des équipes sociales territoriales qui vont accompagner les publics durant tout cet été. Voilà, à vos côtés. Si je peux réagir là-dessus, je pense qu'effectivement, se préoccuper de l'activité pendant les périodes estivales ou pendant les vacances scolaires, c'est vraiment fondamental. Et finalement, c'est grâce aussi aux visios qu'on a pu apporter déjà une réponse positive sur ce sujet-là, parce qu'on sait bien que les ateliers en présentiel sont souvent contraints par les calendriers des partenaires locaux, les écoles fermées, les collectivités fermées. Et donc, les vacances, c'est sacré pour tout le monde, y compris pour les personnes qui ne veulent pas prendre de vacances. Et du coup, nous, on a vu qu'on a lancé beaucoup d'ateliers distanciels l'été, et ça marche, effectivement. Alors, nous, c'est le temps distanciel, mais le distanciel est aussi une bonne réponse déjà. Et vraiment, moi, je pousse vraiment tous les partenaires du PRIF à mettre en place nos ateliers en distanciel, à des horaires aussi. Il y a aussi une question d'horaire. Le tabou du samedi et du dimanche, ce n'est pas encore complètement réglé, mais on y arrivera un jour. Mais parce que là, il faut plutôt plus convaincre les opérateurs que les retraités. Mais voilà, en tout cas, vous avez raison d'offrir une alternative complémentaire aussi sur ce champ-là. Avant de faire la conclusion par Benjamin, Jean-Luc, est-ce qu'on peut se mettre au sport à n'importe quel âge? Oui, il y a un bénéfice à n'importe quel âge, en tout cas. Ouais, c'est ce que je voulais entendre, voilà. Démontrer le bénéfice, je crois qu'il est largement démontré, le bénéfice de l'activité physique. Sur de nombreuses étapes, d'abord sur le bien vieillir, pour parvenir à bien vieillir, mais sur plein de maladies, il y a un bénéfice de l'activité physique. Alors après, effectivement, il faut sans doute aller plus loin que stricto sensus l'activité physique. Il faut aussi un peu regarder l'état nutritionnel des personnes et comment ils s'alimentent. Il faut regarder un peu leur psychisme, parce que derrière quelqu'un qui refuse, parfois c'est aussi quelqu'un qui n'a pas trop le moral et sur lequel on peut faire des choses. Dans les activités de groupe, quelqu'un qui se sent mal en activité de groupe, ça peut être aussi quelqu'un qui commence à avoir des petits problèmes auditifs. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Oui, donc en résumé, la plage en faisant la farniette la glace en faisant la farniette sur la plage, c'est pas tous les jours, j'imagine. Non, pas tous les jours, mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de farnienter de temps en temps. Benjamin, conclusion à l'émission? Ouais, déjà un grand merci à vous. C'est de votre présence, de votre participation et puis de votre soutien à Été Indien aussi depuis le début. Sur le sujet, on a évoqué donc le sujet de convaincre. Alors moi, je dirais que je suis encore jeune, mais c'est un sujet que moi je regarde depuis une vingtaine d'années, puisque je n'ai pas refait toute l'histoire, mais Été Indien, c'est né en fait il y a 20 ans à peu près.
Et moi, je me souviens que le sujet de la prévention par l'activité physique, il y a 20 ans, était encore plus difficile. C'est-à-dire que convaincre des seniors de faire de l'activité physique avant que les problèmes arrivent d'une certaine manière, il y a 20 ans, c'était encore beaucoup plus difficile. Donc déjà, je trouve qu'il y a du chemin qui est parcouru grâce à tout ce que vous faites, à tous les ateliers, toute la sensibilisation. Ça sert à ça aussi, ça sert à mettre des petites graines dans la tête et puis qu'au bout d'un moment, les choses avancent. Certes, il y a encore, c'est vrai qu'on a encore un vrai sujet de faire entrer les personnes dans la prévention. Peut-être que l'activité physique, d'ailleurs, Frédéric, c'était peut-être un des prochains sujets d'émission qu'on voulait faire. Est-ce que l'activité physique est le meilleur premier pas vers la prévention? Christiane, vous en parliez, qu'il y avait d'autres sujets aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on abordera peut-être. Mais voilà, je voulais moi surtout noter que le sujet avait quand même bien avancé ces dernières années et va sûrement encore bien avancer. Donc le temps est plutôt, joue plutôt pour nous et sur le fait que les personnes seniors intègrent l'activité physique dans leurs préoccupations de plus en plus tôt. Super, merci à toutes, merci à tous. C'est la fin de l'émission. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à Bonsoir à tous. tous. Grand merci à tous en tout cas. Merci. Au revoir.